Merci d'être venu. Merci à Madame Roussel d'avoir répondu à notre appel, en fait, pour cette conférence qui s'insère dans le cadre de l'année internationale des Nations Unies, pêche et aquaculture artisanale. Nous aime bien, si le sujet s'y prête, traiter celui donc, de l'année des Nations Unies. Alors cette conférence, nous l'avons voulu comme une conférence débat. Donc nous avons d'une part Marie Roussel, qui est donc directrice de la station Ifremer de Sète, station marine Ifremer de Sète, et Hervé Magnan, qui est le directeur délégué du parc naturel marin du Golfe du Lion, du Golfe du Lion, et qui donc animera avec Mme Roussel le débat à la suite de cette conférence, qui en particulier pourra aborder du développement local et des problèmes plus locaux que les concernent. Alors, Madame Roussel est diplômée de l'Université de Montpellier. Elle s'est intéressée très jeune, elle s'est intéressée déjà très jeune aux politiques publiques maritimes, puisqu'elle a encadré et dirigé la responsabilité de stratégie de restauration écologique, je cherche le terme exact, de restauration écologique des fonds côtiers en Méditerranée, alors encore très jeune. Et depuis 2018, en fait, elle a travaillé sur la mise en place d'un dossier qui vient juste d'être adopté maintenant en 2022 et qui concerne en fait un document stratégique qui concerne les actions, les objectifs de l'État pour les 5 prochaines années. En 2021, je crois, elle a rejoint l'Ifremer et c'est à ce moment-là qu'elle a pris la direction de la station de Sète. Donc aujourd'hui, elle vient pour nous parler de pêche artisanale et de durabilité de cette pêche artisanale et surtout de la construction d'un discours politique et des réalités environnementales de ces problèmes. Donc je vais merci. Bon, eh bien, bonjour à tous et merci d'avoir fait l'effort de venir et de me consacrer un peu de votre temps donc sur ce vaste sujet de la pêche artisanale. Alors, étant de formation géographe, nous n'aborderons pas, ou assez peu dans cette conférence, la pêche artisanale sous un éclairage technique. C'est-à-dire qu'on ne discutera pas, en tout cas pas tout de suite, on verra ce que le débat nous propose, d'engins, de diversité d'engins, de taille d'engins, de bathymétrie et de choses en ce sens. On ira plutôt chercher le sens profond du concept de pêche artisanale, c'est-à-dire un sens qui va être politique, géographique et social. Donc c'est plutôt cet éclairage-là que je vais essayer de vous apporter et de l'éclairer autant que possible par des exemples méditerranéens. Donc on va naviguer au fil de cette conférence dans des jeux d'acteurs, des discours politiques et des jeux d'influence. Donc d'une part ceux des organisations non gouvernementales, des ONG, d'autre part ceux des syndicats professionnels, d'autre part enfin ceux des pouvoirs économiques, les ministères ou les pêcheurs industriels. Les crises économiques et les tentatives d'appropriation ou de privatisation du domaine public maritime qui ont émaillé notre période politique récente permettront de mettre en lumière ces jeux d'acteurs et ces jeux de pouvoir. Car toute artisanale qu'elle soit, la pêche artisanale est une affaire de jeu d'opposition et de conflit. Et donc on se posera la question de savoir qui a fait rentrer dans la scène politique internationale la pêche artisanale, quelle identité et quelle image de la pêche ces acteurs ont-ils voulu défendre devant le monde, et quel moment y a été propice. Cette analyse des jeux de pouvoir et des discours politiques dans la fabrication des décisions qui en découlent, c'est une discipline particulière de la géographie qu'on appelle la political ecology. Je viens de poser la question des temporalités et des acteurs, je poserai aussi la question du territoire, et là nous retrouverons d'une part certaines considérations environnementales, mais surtout des conditions humaines dans la dimension du lieu de vie, du sens qu'on lui porte et de l'attachement qu'on y développe. Et nous verrons alors comment l'attachement au lieu,
l'attachement au territoire déclenche des stratégies d'exploitation et ou de défense qui sont particulièrement perceptibles dans le cadre de la pêche artisanale. Cette analyse, qui met en lumière des stratégies politiques territoriales au regard de conditions environnementales ou sociales, c'est une autre branche de la géographie, c'est ce qu'on appelle la géographie environnementale. Donc on va mêler dans cette conférence politico-écologie et géographie environnementale pour une tentative de compréhension politique et sociale de la pêche artisanale que nous illustrerons autant que possible par des réalités méditerranéennes et nous verrons aussi combien cela est difficile, faute de connaissances ou de perceptions harmonisées. Donc pour structurer notre approche aujourd'hui, nous allons partir du dernier acte politique un peu significatif sur la pêche artisanale. C'est la déclaration de Malte du 26 septembre 2018 qui a conduit à l'adoption du plan d'action régional pour la pêche artisanale en Méditerranée et en mer Noire. Alors quels sont les motifs finalement du discours politique qu'on retrouve au travers de cette déclaration? Vous avez quelques morceaux choisis de la déclaration ministérielle qui introduit le plan d'action et qui est extrêmement éloquente à certains égards puisqu'elle nous dit que la pêche artisanale répond en fait à trois fonctions essentielles pour la communauté humaine qui sont trois sécurités dans un contexte global de crise sur les ressources ou de crise de l'humanité plus générale. D'abord, la pêche artisanale est un support de vie, voire de survie, dans le cas de ce qu'on appelle des économies de subsistance, c'est-à-dire des pays dont l'organisation économique, qu'elle soit choisie ou qu'elle soit subie, ne permettent à la population d'assurer immédiatement les besoins essentiels pour sa survie, mais ne permet pas d'excédent, ne produit pas, donc ne donne pas lieu à des échanges commerciaux. Donc c'est la première connexion entre humanité et artisanat. L'artisanat, au travers de la pêche, est ici une sécurité, la sécurité alimentaire, celle qui offre immédiatement et à même le territoire de vie les conditions de survie d'une population. Ensuite, la pêche artisanale, et on le voit maintes fois rappelé, est un support de culture, de tradition et de patrimoine. Elle structure en réalité des ensembles sociaux qui sont en eux-mêmes vecteurs d'inclusion et de cohésion sociale, jusque dans les genres et dans l'acceptation des femmes d'ailleurs, dont on retrouve particulièrement dans les discours politiques qui émaillent la pêche artisanale, la place, la volonté de reconnaître leur place et leur capacité de participer à l'avenir de cette discipline. Donc la pêche artisanale permet, particulièrement et plus que d'autres usages, la pérennité de sociétés entières et de savoir-faire particuliers. Donc seconde connexion entre humanité et artisanat, la pêche artisanale est une sécurité identitaire, c'est-à-dire qu'elle assure la permanence d'un lieu et du sens intrinsèque de ce lieu au travers des générations. Et enfin, donc habilement glissé dans l'espèce de pot pourri politique qui conclut un petit peu la déclaration ministérielle, la pêche artisanale est vectrice de durabilité des ressources, elle ne dégraderait pas moins l'environnement, et dans cette non-dégradation, il faut comprendre que la pêche artisanale exploite de manière rationnelle, puisqu'elle utilise selon le seul besoin des populations, et de manière adaptée au cycle de vie et des espèces, puisqu'elle prône la saisonnalité et la polyvalence. Donc la durabilité, c'est la troisième et un peu la suprême connexion globalisante entre humanité et artisanat. La pêche artisanale est une sécurité temporelle qui confère à cette pratique un caractère particulièrement durable. Elle conjugue avec une fortune qui lui est propre, l'immédiateté du circuit court, le fait de pourvoir quotidiennement aux besoins, la pérennité de génération et de savoir-faire, et donc elle nous offre des humains de qualité par une ressource de qualité. Donc en fait, on a un discours politique qui affirme une identité un peu mythique, voilà, quasi biblique de la pêche artisanale. Et c'est bien ces trois sécurités que nous allons interroger du point de vue politique, géographique et territorial pour en comprendre bien la robustesse en fait, parce que ça étonne quand même qu'on ait ce type de discours aussi affirmé de la part d'un ensemble ministériel. Donc notre analyse, elle sera en 3 temps. Ça c'est mes 3 sécurités. Et je fais des petits schémas et puis j'oublie, c'est pas très malin. Elle sera en 3 temps. Donc, comment la pêche s'est constituée comme mouvement international de lutte, de contestation, d'affirmation. Donc, quelles sont les opportunités et les faiblesses structurelles de ce mouvement?
Quels en sont les acteurs et est-ce qu'on peut dire que ce sont des bons acteurs qui sont mobilisés? Et puis quel est le combat que mène la pêche artisanale et est-ce qu'il est tout simplement pertinent? Et donc on illustrera tout ça au travers d'un éclairage politique, spatial et environnemental qui sera celui de la Méditerranée occidentale. Donc la première partie de mon propos, elle porte sur une histoire, et cette histoire c'est celle de la naissance de ce qu'on a appelé une coalition sociale singulière. Donc la pêche artisanale en politique, c'est tout de même une affaire récente, ça a une quarantaine d'années. Elle s'est, depuis les années 1980, affirmée comme une coalition singulière, en fait une mouvance sociale de contestation au processus de mondialisation libérale. En cela, elle a été vectrice de contestations politiques fortes en réaction aux inégalités causées et véhiculées par la mondialisation, la globalisation du secteur halieutique. Alors, quelles en sont les grandes phases et les grandes caractéristiques de la constitution de ce front? Donc, c'est une histoire que je vais vous raconter qui se passe en 5 phases clés, avec chacune des opportunités et des fragilités particulières. La première phase, c'est Montego Bay, c'est 1982, la signature de la Convention de Montego Bay, donc l'entrée d'un droit maritime nouveau. Apparaît dans ce droit la notion de zone économique exclusive, les ZEE, leur définition spatiale et leurs règles. Les ZEE sont un nouveau territoire de droit, c'est-à-dire qu'elles instaurent des droits reconnus et souverains à des États côtiers pour disposer et pour exploiter leurs ressources marines. Et en tant que souverains, ils vont pouvoir également céder l'exploitation de ces ressources marines à d'autres pays étrangers, à des puissances industrielles et commerciales, de manière à obtenir rapidement des devises. Et ça, c'est la voie qu'ont choisi de nombreux pays en développement. Dans un tel contexte de droit, l'affrontement entre pêche artisanale et pêche industrielle allait être inévitable. La seconde phase, c'est en 1984 à Rome. En juin et en juillet 1984, la FAO organise à Rome une conférence « Gestion et développement des pêches mondiales » chargée de définir des stratégies pour la pêche et l'aquaculture en application de ce nouveau droit de la mer. La FAO, c'est une instance onusienne. Sa composition, elle est donc principalement étatique et elle empêche aux pêcheurs artisans de participer à des décisions qui pourtant vont venir impacter leur avenir. Or, la FAO refuse en 1984 la participation de pêcheurs artisanaux indiens, tandis que d'autres États, accompagnés dans leur délégation ministérielle de représentants de la pêche industrielle, vont avoir droit au chapitre. Alors pourquoi j'évoque les pêcheurs indiens? Eh bien parce que c'est en Inde, à partir des années 1970, dans le Kerala notamment, qu'une première fédération de pêcheurs artisanaux voit le jour de manière significative. Le sud du pays, le Kerala, subit une explosion démographique. Elle entraîne l'amenuisement des ressources, la surcharge côtière, des pollutions et des dégradations environnementales. Quand je parle de surcharge côtière, on estime qu'à l'époque, on a un pêcheur chaque mètre linéaire de côte. Pourtant, ils ne sont pas intéressants politiquement et ils ne sont pas représentatifs, malgré la présence de mouvances communistes fortes. Donc ils sont vulnérables, ils sont rapidement marginalisés et ne parviennent pas tous à s'insérer dans une société qui se tertiarise. Donc c'est par le conflit avec la pêcherie chalutière qu'ils parviennent en fait à se manifester. Donc ils brûlent des chalutiers, ils périssent parfois par dizaines dans ces incidents, mais ils attirent alors le soutien d'ONG du Kerala et de personnalités politiques d'obédience principalement catholique et de certains fonds de dotation d'Europe du Nord. À partir de là, les pêcheurs indiens vont se regrouper dans le National Fishermen Forum, le NFF, et commencer à structurer une action professionnelle et politique militante. Mais la FAO refuse en 1984 de considérer l'existence du NFF et donc refuse ce droit d'entrée aux pêcheurs artisanaux indiens. Alors le NFF amorce une initiative populaire de contestation et organise une rencontre rigoureusement parallèle qui va regrouper des représentants des pêcheurs et des ONG. 40 organisations de pêcheurs, indiens, philippins, malaisiens, etc., pourront ainsi se réunir et adopter une déclaration qui va poser les bases d'un mouvement international pour la promotion de la pêche artisanale. À partir de 1984, la pêche artisanale devient un autre monde, s'unifie, il n'est pas encore international, mais il est déjà interrégional, et les acteurs qui l'émaillent, ce sont des ONG internationales ou régionales et des syndicats professionnels.
Alors, la prochaine étape, c'est une période qui va s'étaler à peu près entre 1986 et 2000. Période de 2000. Une période de contestation, de cohésion et puis d'expansion de la lutte. Donc la tenue parallèle du congrès à l'initiative de la NFF, elle est bien à l'initiative des pays du Sud. Mais elle va rester émaillée au fil de ces années par l'influence des pays du Nord, notamment par le soutien financier et la capacité de structuration d'initiatives politiques. Les crises économiques qui vont émailler cette période, elles vont révéler les tensions que cette coexistence Nord-Sud contient en fait en elle. En 1986, en Inde, on crée l'ICSF, l'International Collective in Support of Fish Workers. En français, donc le SIAPA, le collectif international d'appui aux pêcheurs artisans. Mais l'implantation de son secrétariat se fait à Bruxelles. Et donc très rapidement, une crise de reconnaissance des pêcheurs indiens arrive et on déplace le secrétariat en Inde. Première crise relativement étouffée. Plusieurs colloques et symposiums vont ensuite prendre le relais et entre 1989 et 1994 permettre de faire vivre l'ICFS, d'autres syndicats qui prennent de la puissance, le CCFD du Sénégal, donc le syndicat Terre Solidaire. Et puis, ces colloques et ces symposiums, ils vont progressivement donner un discours, un vocabulaire à la pêche artisanale. Ce vocabulaire, ça sera celui de la lutte et de la volonté de penser autrement le monde. Donc on va parler progressivement non plus de fishermen, mais de fish workers, de travailleurs de la pêche, de lutte, d'alternatives. Quelques années plus tard, on parlera d'action frontale, de constitution d'un autre monde plus solidaire, plus humain, plus juste. Donc on est dans cette mouvance-là de naissance progressive d'un discours altermondialiste et globalement anticapitaliste. Les crises économiques entre 1992 et 1994 vont l'illustrer. Entre 1992 et 1994, donc c'est des graphiques que vous voyez ici, on a des crises à la fois sur la ressource et sur les prix de vente qui vont ébranler complètement le monde de la pêche, avec des ventes inférieures parfois de 30% au seuil de rentabilité. En cause, en grande partie, l'Europe et ses faiblesses réglementaires. Des importations à bas prix par fret aérien de ressources nobles à prix cassé, la langoustine, le rouget, la porosité des frontières extérieures qui manquent de contrôle, les faibles contraintes du marché intérieur ouvrent en fait une voie royale à des industries d'importation et de transformation qui utilisent les produits du Sud pour les revendre au Nord. Donc les pêcheurs artisanaux du Nord sont les premiers touchés et on aurait pu avoir un rejet assez violent des pêcheurs artisanaux du Sud qui aurait pu conduire à un clivage. En réalité, et ça c'est grâce notamment au travail des ONG, cela ne se produit pas, puisqu'au fil des crises, les ONG européennes, les ONG des pays du Sud et les syndicats professionnels naissants, j'ai parlé tout à l'heure de l'ICFS, mais aussi du syndicat sénégalais, font que l'ensemble des pêcheurs vont travailler ensemble dans des collectifs d'appui et faire progresser la naissance de leurs organisations professionnelles. C'est par exemple la naissance de la CAP en 1998, je crois. J'ai plus la date. Donc c'est la naissance de la CAP, la Coalition pour les accords de pêche équitables, et c'est la naissance en 1997 du World Forum of Fish Harvesters and Fish Workers, qui va permettre de structurer cette action. Attendez, je me suis embrouillée. Donc vous le voyez, le discours du World Forum, il est assez sévère et on voit assez nettement qu'on se bat contre un capitalisme libéral et tout ce qu'il implique de flux mercantile et de liberté d'exercice de ce flux. À partir du moment où le World Forum naît, c'est l'internationalisation du mouvement de contestation de la pêche artisanale. Et en effet, l'ennemi contre lequel il doit se battre est puissant, et en cela, c'est l'année 1995 qui va être une année charnière, parce qu'elle va consolider ce mouvement à l'aune de deux évolutions économiques majeures. En 1995,
on a un affrontement politique entre des voix qui vont prôner la conservation écologique d'une part, c'est l'accord sur les stocks chevauchants, et des voix qui vont prôner des réalités libérales et économiques mondiales, c'est l'accord sur les quotas transférables. Donc d'une part, on a l'accord sur les stocks chevauchants, qui par ses impératifs de compatibilité entre les territoires et le renforcement des capacités de contrôle des États côtiers, souffle un vent d'espoir sur des capacités de retour à la souveraineté étatique et de régulation de la ressource face à la pêche industrielle. D'autre part, la libéralisation du commerce par flux se poursuit, on crée l'ALENA, on crée l'OMC, et donc on a cette capacité de quotas transférables entre pays, qui sont un instrument de maintien de la pêche industrielle et une réponse libérale face aux embryons d'impératifs environnementaux qu'on a vu poindre au travers des stocks chevauchants. Donc autant de risques de privatisation des ressources qui reviennent. Donc on concède d'une part une certaine reconnaissance à la souveraineté de gestion et à la souveraineté territoriale, on renforce d'autre part la capacité des puissances économiques à aller s'imposer chez l'autre et à y exploiter ce que le territoire peut abriter à partir du moment où les flux mercantiles se maintiennent. Donc les pêcheurs artisanaux, ils ont conscience de cette mondialisation dévorante et de l'ampleur des mécanismes économiques qui la traversent. Et donc, seule l'internationalisation et l'unification du mouvement de défense de la pêche artisanale va pouvoir peser. Et donc, en 1995, lorsque le Québec accueille la FAO dans un contexte d'effondrement du stock de la morue, eh bien, l'ensemble des organisations professionnelles des pêches artisanales et leurs ONG d'appui se donnent rendez-vous à Delhi pour créer le World Forum of Fish Harvesters and Fish Workers. C'est le symbole d'une lutte qui est devenue internationale et globalisée. Donc jusqu'alors, les ONG et les syndicats défendaient en interrégional des équilibres sociaux et économiques de territoires plus ou moins en difficulté. À partir de 1997, le mouvement s'internationalise, s'homogénéise entre Nord et Sud. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'il ne se bat pas plus seulement contre l'utilisation de territoires pour la production marchande, mais contre la négation même de l'idée de territoire, dès lors que le territoire ne peut plus produire ou exploiter ses ressources. Un territoire qui est transférable, c'est un territoire qui n'est plus souverain. Donc si la défense de la pêche artisanale s'internationalise, c'est bien parce qu'elle prend conscience qu'elle doit lutter contre cette seconde phase de la mondialisation libérale, celle où la souveraineté d'un territoire ne se définit pas que par la capacité du souverain à produire et à exploiter. L'absence de capacité mercantile sur une zone de pêche équivaut à sa privatisation par une puissance extérieure. La lutte de la pêche artisanale se consacrait donc d'abord à la productivité marchande du territoire. Elle se consacre désormais en plus à la défense de l'idée même de territoire pour la pêche. Et donc on a une dynamique intermondialiste qui se met réellement en place. Elle est toutefois excessivement fragile, car en 2000, à Loctudy, dans le Finistère, les fragilités se réveillent et la rupture est consommée. À l'issue de la rencontre de Delhi et de la constitution du WFF, un projet de charte se met en place. Mais sa promotion, son adoption et son animation posent problème. Et pourquoi ? Eh bien, c'est la question des alliances dans le combat contre la mondialisation libérale qui a posé la scission du Nord et le Sud. L'alliance du président du NFF, du syndicat de pêcheurs indiens Tom Cochéry, avec Greenpeace, d'une part, alors que Greenpeace est en conflit avec de nombreuses associations de pêcheurs du Nord, la montée en puissance du WFF comme organisation de référence, d'autre part, consomme en fait une scission nord-sud et deux forums distincts coexistent et ne se comprennent pas sur les terminologies à adopter et sur l'urgence, en fait, tout simplement, de l'action. Donc, qu'est-ce que ça nous enseigne, en fait, cette rupture ? Eh bien, c'est l'idée que l'internationalisation, elle ne fonctionne plus, ou pas, faute de légitimité. L'imbrication des ONG et des syndicats professionnels sans ce que j'appellerais un tiers régulateur, j'y reviendrai, qu'il soit régalien au pouvoir de gestion, a conduit à un éclatement, car seule la légitimité locale, d'action, de financement ou de rayonnement, a triomphé.
Et la présence de ce tiers régulateur, c'est une chance que nous avons en Méditerranée. J'y reviendrai lorsque j'analyserai les acteurs. Donc, conclusion finalement de cette naissance, eh bien, on a effectivement des progrès indéniables de structuration du mouvement, avec une professionnalisation de la lutte et du discours, une capacité de rassemblement, d'expression et de défense d'intérêts, et indéniablement également un discours et une identité lisible. C'est une identité de lutte contre les systèmes libéraux et capitalistes issus de la mondialisation. Une lutte qui a deux caractéristiques. Une caractéristique économique, d'abord, on se bat contre la nécessité de produire toujours plus et toujours pour ailleurs. Et à cela, la pêche artisanale affirme la sécurité alimentaire, de l'immédiateté, de la rationalité et de la durabilité que j'exposais en introduction. On se base sur un motif géographique, c'est-à-dire la nécessité de définir un territoire par sa capacité à produire des flux marchands et donc sa possibilité d'être privatisé par d'autres puissances. Et donc à cela, la pêche artisanale va opposer sa sécurité temporelle et culturelle. Ça fait aussi partie de ça. Et donc le troisième motif de contestation contre la mondialisation, eh bien, elle porte précisément, notamment ces 20 dernières années, sur l'identité culturelle et la potentielle déperdition d'identité par l'unification, la globalisation et l'homogénéisation des pratiques. Mais aujourd'hui, indéniablement aussi, la pêche artisanale n'a pas une véritable place dans les politiques publiques et dans les décisions publiques, et ce parce qu'elle subit les mêmes travers qu'un certain nombre d'autres mouvements en quête de reconnaissance institutionnelle. Et donc ces travers sont, à mon sens en tout cas et dans mon analyse, un mélange des genres ONG syndicats sans réel tiers régulateur qui va conduire nécessairement à un éclatement en fonction des légitimités spatiales, et puis le fait de creuser un peu le sillon de l'intermondialisme, mais d'une manière finalement si parfaitement antinomique à la mondialisation qu'elle va méconnaître ou oublier des réalités et des changements à venir dans la géographie spatiale des territoires. Ces deux travers sont liés parce que les tiers régulateurs, ils éclairent les pêcheurs aussi sur les décisions à venir. Et ils ne permettent pas aujourd'hui une prise en compte objective et prospective de certaines réalités politiques qui vont impacter directement la pêche artisanale dans les années à venir. Et c'est ce qu'on va voir dans les deux parties à venir. Donc les acteurs du combat, force et faiblesse des méthodologies d'action. Donc nous faisons le postulat que la nature même du discours et des acteurs mobilisés pour la pêche artisanale, s'ils ont permis la montée en puissance de ce mouvement sur la scène internationale ces 40 dernières années, ce sont eux aussi qui donnent à la pêche artisanale ses limites aujourd'hui. Et donc nous montrerons qu'au contraire que la structure globale de gestion et de gouvernance active en Méditerranée occidentale, donc ici, si elle peut être perfectible, elle permet de dépasser un certain nombre de clivages. Les travaux qui ont été conduits par le géographe Julien Noël ont permis une avancée majeure dans la cartographie réticulaire au niveau international de ces acteurs. Qu'est-ce qu'une cartographie réticulaire ? Eh bien, c'est la capacité à poser spatialement des acteurs, des centres de gravité qui vont rayonner les uns par rapport aux autres et interagir avec des acteurs de second plan selon des fonctions déterminées. Si l'on regarde cette cartographie, qui était entièrement vierge il y a 40 ans, on visualise effectivement immédiatement les immenses progrès de structuration et de conception de réseau qui ont été réalisés. Et pourtant, il y a plusieurs choses qui choquent dans cette cartographie. Je vais vous expliquer ce qui, moi, en tout cas, me frappe. D'abord, c'est évidemment le poids des ONG, la force et la prédominance de ces myriades un petit peu de groupes qui sont extrêmement déséquilibrés par rapport aux acteurs professionnels que vous avez sur la droite du schéma. Donc ces ONG qui font poids, en fait, elles vont jouer plusieurs rôles. Elles vont fournir globalement une aide technique, juridique et financière à des acteurs professionnels faibles ou mal représentés pour qu'ils puissent être partie prenante de la décision. Elles n'ont pour autant pas toutes la même typologie d'action. Elles ont des spécialités, des degrés ou des intensités de réaction qui ne sont pas les mêmes et qui sont bien identifiables. Alors je vais mentionner assez rapidement les ONG d'action de développement qui relèvent de la solidarité internationale parce que l'échelle m'intéresse un peu moins.
Dans le cas de la pêche artisanale, ce sont des ONG d'obédience majoritairement chrétienne et on va être sur des fonds de dotation et des formes de mécénat à des actions d'entreprise de pêche artisanale. En France, plutôt, dans un contexte moins marqué, on va être sur des ONG de type pêche et le collectif pêche et développement qui va porter sur des actions de valorisation, de communication, de promotion ou de soutien financier à des démarches professionnelles durables ou équitables. Celles qui nous intéressent plus, ce sont celles qui auront des actions dites de vigilance. Donc c'est les deux que vous voyez notamment à l'écran, l'ICSF et la CAP, dont j'ai parlé précédemment. Et donc ce sont des ONG qui se sont constituées en réaction au phénomène de mondialisation et qui vont se spécialiser dans l'évaluation, l'étude et le suivi des phénomènes induits par la mondialisation. L'ICFS en étude, et elle va rassembler des militants associatifs, des chercheurs en sciences humaines et sociales, en environnement et en écologie. La CAP, donc la Coalition pour les accords de pêche équitable, en est une autre, et elle va plus se présenter comme le bras armé de l'ICFS et porter des actions opérationnelles d'observation des relations halieutiques, d'identification des menaces, des risques, etc. Donc d'une part, elles vont apporter l'action militante, avec l'identification des potentielles menaces économiques, réglementaires, de pouvoir, etc. Et d'autre part, elles vont produire une forme d'expertise, donc de crédibilité, donc de reconnaissance de la pêche artisanale comme entité capable de se comprendre et de s'auto-saisir dans un monde globalisé. Donc, d'une part, le poids des ONG et leur diversité frappe, dans un sens positif, d'abord, parce qu'il est évident que sans leur soutien actif et leur maillage international, la pêche artisanale n'aurait jamais eu la capacité à exister dans le discours politique et à être une forme de contre-pouvoir. Mais dans un sens critique également, parce qu'on peut se demander si la disproportion du monde des ONG face au monde du syndicat professionnel est aujourd'hui encore une bonne chose. Est-ce que la pêche artisanale n'a pas aussi été une voie pour faire entendre ces ONG dans un mouvement d'anti-mondialisme? Et est-ce qu'il y a suffisamment de place pour les acteurs professionnels, mais aussi pour d'autres types d'acteurs, les pouvoirs régaliens ou les gestionnaires? Deuxième caractéristique de la cartographie, c'est les syndicats professionnels. Donc évidemment et heureusement, on a des syndicats professionnels qui défendent la pêche artisanale. On a un leadership affirmé sur la scène internationale du World Forum, donc créé en 1997 à Delhi, pour rappel. Donc ça, c'est pas de problème, il faut bien une instance internationale qui a un discours fort et unifié. Et puis, on a des relais, voilà, nationaux, territoriaux, pas très très précis, qui sont censés lui remonter la réalité du terrain. Donc en France, par exemple, la branche française du Forum mondial. Aujourd'hui, je pense qu'assez légitimement, on peut se poser la question de savoir qui s'est investi dans cette branche principale et en Méditerranée notamment, quel a été le succès et la pérennité de ce type d'initiative. Personnellement, je serais assez intéressée par connaître l'expérience des pêcheurs en tant que pouvoir public et désormais en tant qu'acteur de la recherche. Nous, ça ne fait pas partie de structures dans lesquelles on s'est investi. Donc finalement, quelle réalité nationale et territoriale remonte à cette branche syndicale? C'est quand même assez flou, et ce qui frappe malgré tout, c'est l'absence, le vide de cette échelle territoriale qui est essentielle à assurer des relais cohérents. Donc ce qui frappe, et là où le bas blesse, c'est bien la faiblesse manifeste entre les échelles territoriales. L'échelle locale, essence même de la pêche artisanale, est incorrectement ciblée. Donc entre une prépondérance des ONG qui questionnent et un panorama un peu faiblard de l'échelon territorial, l'analyse de la Méditerranée que nous proposons désormais va offrir un éclairage atypique en même temps qu'une source d'espoir par sa constitution un peu particulière. En Europe et en Méditerranée, des dynamiques de gouvernance très particulières sont à l'œuvre. Elles vont être à la fois historiques et présenter une forme d'intangibilité, voire de sécularité, et elles sont en même temps novatrices et en perpétuelle reconstruction et réappropriation du territoire où elles s'exercent. Les acteurs qui les animent et les relations qu'ils entretiennent créent des dynamiques qui dépassent quand même de loin le clivage entre institutions et militantisme.
Et donc pourquoi? Parce qu'à mon sens, en Méditerranée, nous disposons d'acteurs et d'instances capables d'exprimer des sensibilités fortes au territoire et aux pratiques de pêche. Et la mobilisation de ces valeurs patrimoniales permet de mettre en place des dynamiques de protection environnementale comme sociale. Alors, ces dynamiques de protection, je ne sais pas si je peux me permettre un petit aparté, je ne sais absolument pas à combien de temps j'en suis. Ces dynamiques de protection, c'est ce qu'on retrouve en géographie humaine et sociale, et ça s'appelle l'attachement au lieu. Donc, l'attachement au lieu, c'est un mécanisme que chacun a en soi, qui fait que lorsqu'un lieu va assurer à une personne sa survie matérielle, puis sa continuité temporelle, puis sa continuité culturelle, alors la personne, quand le lieu sera menacé, va enclencher des dynamiques de protection. De protection d'abord envers lui-même, puisque sa survie est menacée, puis envers le lieu, producteur des conditions de sa survie, puis par la constitution d'un groupe de protection, puisqu'il va mettre dans l'espace social, en fait, les idées de protection et communiquer son sens aux autres, et donc créer cette dynamique culturelle-là de défense du lieu auquel il est attaché. Ça, c'est ce qu'on appelle donc, le place attachment, c'est l'attachement au lieu. Et moi, c'est une lecture que je pense qu'on peut assez appliquer finalement, d'une part aux prud'homies de pêche, parce que donc, ces prud'homies qui sont 33 prud'homies méditerranéennes, dont la cartographie fine et précise souligne à quel point on ne sait pas franchement où est-ce qu'elles se situent et comment on doit les gérer. Ces 33 prud'homies eh bien, sont une singularité empirique qui ne cesse d'interroger les pouvoirs publics. Ce sont des institutions de nature corporative qui sont en vigueur depuis le XIIIe siècle et qui sont capables de produire des normes, du droit souple, des règlements qui vont régir les usages de la pêche dans un secteur territorial qui lui est propre. Alors évidemment, dans le contexte actuel d'institutionnalisation et d'uniformisation juridique, les prud'homies elles connaissent des faiblesses certaines voire majeures qui les mettent en difficulté. Elles n'ont pas de délimitation juridique d'exercice, elles n'ont pas de réel territoire. Donc on ne sait pas vraiment où est-ce qu'elles s'arrêtent, qu'est-ce qu'on fait en cas de chevauchement, donc elles rendent l'application des règlements et l'application du contrôle par l'État impossible. Elles ont une forme d'empirisme qui est à double tranchant aussi, parce que d'une part, ça les anime et ça les entraîne dans une capacité d'autocontrôle et de régulation, mais ça les conduit aussi parfois à prendre des décisions scientifiquement incohérentes. Et puis elles ont une forme de fragilité d'organisation parce qu'elles subissent de plein fouet la désaffection générale du métier de pêcheur, le vieillissement des populations, la perte de transmission de ce savoir-faire particulier jusque dans la gestion, et puis la désaffection des services publics qui les considèrent probablement plus comme une bizarrerie juridique que comme un réel vecteur d'organisation territoriale. Et pourtant, si on se ramène à la notion d'attachement au lieu, elles sont essentielles par les mécanismes sociaux et culturels qu'elles mobilisent, même si ces mêmes mécanismes-là font aujourd'hui leur fragilité institutionnelle. Parce que cette même absence de formalisme juridique, on peut la comprendre comme la manifestation spontanée, durable et pérenne au fil du temps, d'organisation de formes collectives d'attachement et de défense du lieu. D'attachement parce que la géographie sociale a montré que ce processus intime, que je vous expliquais tout à l'heure, par les fonctions qui l'engagent chez l'homme, va à un moment enclencher un mécanisme de protection. Et donc cette survie matérielle, cette survie temporelle qu'on se passe de génération en génération, et puis cette survie culturelle par la tradition, les valeurs et le sens du lieu, eh bien c'est l'essence même aussi de l'empirisme de la prud'homie, qu'un expert ou un institutionnel lui reprocheront toujours, tandis qu'un pêcheur, un prud'homme ou un habitant d'un lieu vivra d'autant plus puissamment. Donc la prud'homie de pêche, on peut aussi la voir comme une des rares expressions pseudo-institutionnalisées de cet attachement profond et durable à un territoire, à ses ressources et à ses pratiques. Et donc c'est presque l'organisation par essence qui va permettre de faire vivre la pêche artisanale et de lui donner une voix. Et ce qu'il est très important de retenir, c'est que c'est l'intégration des représentations des prud'homies au sein des comités régionaux des pêches. Ce ne sont pas que des structures ex nihilo, on a une chaîne territoriale. Les comités régionaux des pêches leur donnent une voix à ces prud'homies, à chacune de ces prud'homies et à ses métiers et leurs métiers, et puis portent cette voix au niveau régional, puis au niveau national. Et ça, c'est quelque chose que, par exemple, en Occitanie, le CRPM Occitanie fait très bien.
de porter la voie prud'homale jusqu'au niveau national au travers du Comité national des pêches. Donc on a un premier point de force en Méditerranée occidentale, c'est la parfaite connexion scalaire et de gouvernance assurée par l'existence permanente et territoriale des prud'homies, accueillies ensuite dans des instances régionales puis nationales. Et ensuite on a un deuxième point de force en Méditerranée, et ça sera l'occasion d'en discuter tout à l'heure avec Hervé. Eh bien, ce sont nos aires marines protégées qui font fonction pour moi du tiers régulateur essentiel qui manque dans les organisations nationales ou internationales. En Méditerranée, le réseau des aires marines protégées il est extrêmement construit. Il va jusqu'à des parcs naturels et des parcs nationaux marins qui ont des capacités de gestion et de prise de décision réglementaire. Et donc pour moi, c'est aussi donc, une grande force par ce rôle de tiers régulateur que j'expliquais plus haut, parce que dans ces aires marines protégées, on peut appliquer le même concept d'attachement au lieu. Là où de nombreux scientifiques vont déplorer aujourd'hui l'absence de réglementation dure, l'absence de zones de non-prélèvement ou l'absence de contrôle suffisamment fort dans les ALP, eh bien on peut leur répondre que c'est encore une fois méconnaître la force et la capacité de production des ALP de ce que l'on appelle un continuum de droit souple. Ce continuum de droit souple, ce sont toutes les règles qui permettent la régulation des comportements sans que la norme ne vienne en reconnaître juridiquement l'existence par la loi et la sanction. Et pourtant, elles prennent toute leur efficacité dans la constitution de l'aire marine protégée comme espace de dialogue, de partage du patrimoine vivant et d'expression par les groupes sociaux et économiques en place de leur attachement au lieu. C'est ce qu'en géographie, on appelle la capacité réflexive d'une instance ou d'un territoire, c'est-à-dire sa capacité à créer des espaces et des temps où les socio-écosystèmes en présence vont pouvoir affirmer leurs besoins d'un lieu ou d'une ressource, leurs menaces, leurs demandes de protection, et prendre par elles-mêmes, et grâce au filtre finalement du tiers régulateur, les mesures nécessaires à protéger un territoire ou une ressource. Et l'exemple parfait finalement, c'est l'exemple des projets de cogestion qu'une ONG comme le WWF parvient quand même majoritairement à déployer dans des aires marines protégées dotées d'un gestionnaire. C'est l'exemple du projet PESCOMED, dont on va peut-être discuter tout à l'heure, qui permet d'ouvrir finalement comme rarement les barrières entre ONG, scientifiques et pêcheurs grâce à la présence de l'aire protégée et de ses capacités de gestion. Et donc c'est bien tout cela qui prend vie dans une aire marine protégée au travers de sa dimension réflexive, de manière bien plus forte et structurée et intégrative que dans les jeux d'acteurs statiques qu'on lit dans la cartographie initiale. Grâce à ces deux groupes d'acteurs, prud'homie et aire marine protégée, on dépasse l'opposition frontale et la lutte pour mettre en place un système de reconnaissance mutuelle et pérenne. La prud'homie exprime l'empirisme, la défense et l'attachement de lieux qui lui font sens. L'aire marine protégée leur offre les conditions d'accueil de ce sens et des discours et les moyens de les transformer en codes sociaux. Certes, rarement durs et normatifs, mais d'autant plus assimilés qu'ils viennent des acteurs eux-mêmes du territoire. Donc nos conclusions sur la partie actorale de la pêche artisanale, eh bien, c'est de dire que l'histoire internationale de la pêche artisanale comme mouvement militant montre finalement un déplacement du poids et de la force vers le secteur des ONG, ce qui est bien, voire nécessaire au début d'un mouvement de ce type. Mais pour la durabilité du mouvement et sa justesse territoriale, il ne faut pas se tromper d'acteur, et il faut au contraire identifier ce qui permette géographiquement, politiquement et socialement l'existence de la pratique de la pêche artisanale et lui donne surtout des conditions d'expression et d'exercice. Prud'homie, comités régionaux et aires marines protégées au premier chef, par leur capacité à narrer le territoire et la ressource, et par leur capacité à se réemparer du territoire et à en créer une identité appropriée et défendable. Ma dernière partie portera sur finalement la nature même du combat de la pêche artisanale, c'est-à-dire contre qui on se bat. Est-ce que le discours a une qualité et, enfin, quelles sont les qualités et les réalités du discours altermondialiste de la pêche artisanale? Alors là encore, quelques morceaux militants choisis relativement forts.
Donc de 1980 jusqu'en 2018, déclaration ministérielle, le discours politique et militant de la pêche artisanale se caractérise par son alter, sinon son antimondialisme, j'en ai parlé. Je vais tout de même m'arrêter quelques instants sur les caractéristiques et les qualités de ce discours, en posant en fait la question de savoir s'il n'exploite pas une image un peu datée de la mondialisation, et s'il choisit par conséquent réellement bien ses combats. Donc cet intermondialisme un peu daté, pourquoi on peut en dire ça? Eh bien c'est ce que les chercheurs expriment en disant que le discours de la pêche artisanale est finalement celui d'une synthèse héritée des luttes sociales passées. Autrement dit, on a cette sorte de passéisme dans le discours militant de la pêche artisanale qui n'en font pas nécessairement, par conséquent, un discours prospectif et porteur d'avenir pour son insertion dans les politiques publiques. Et c'est un problème, en tout cas si l'on se place du point de vue méditerranéen, car le discours est plutôt centré sur la dénonciation de ce qui se passe, de l'état de mondialisation, que sur l'orientation des phénomènes irréversibles de mondialisation au bénéfice de la pêche artisanale ou vers sa considération prospective. Politiquement, effectivement, on lit dans les déclarations l'héritage de ce que l'on appelle le tiers-mondisme. L'idée d'une solidarité internationale quasi instinctive qui défie les cadres critiques des malheurs du Sud et des maux du Nord, l'identification d'adversaires et d'ennemis parfois immatériels et parfois hors sol, des firmes, des multinationales, des flux corrompant l'administration. Et enfin, l'adversaire étant globalement le néolibéralisme, la réponse de la pêche artisanale est celle de la revalorisation et du renforcement d'un modèle artisan, comme on aurait pu voir dans les époques communistes la revendication d'un modèle ouvrier, envers et contre toute une société de rendement, de production, presque dans un discours anti-impérialiste. Et même aujourd'hui, en 2018, au sein d'une déclaration ministérielle, les trois piliers, les trois sécurités de la pêche artisanale que j'évoquais en début de conférence sont la version moderne de ce tiers-mondisme antilibéral qui a permis l'émergence d'une pêche artisanale. Il est évident que la pêche artisanale a subi dans certains pays des logiques d'intégration extrêmement violentes. Je ne reviendrai pas sur l'exemple de l'Inde, et que ce rejet presque épidermique de la mondialisation se justifie jusque dans ses voies les plus extrêmes et dans ses discours les plus fantasmés. Mais l'homogénéité et l'actualité de ce discours par des représentants internationaux de la pêche artisanale posent évidemment la question de sa pertinence dans des contextes tels que les nôtres en Méditerranée occidentale. On ne peut pas, à mon sens, se retrouver là-dedans en Méditerranée occidentale. Et par conséquent, on rate, au travers du discours de la pêche artisanale, la réalité de la planification territoriale, les arbitrages politiques inévitables et les embryons de reconnaissance politique que la pêche artisanale pourrait bien mieux exploiter si elle construisait un discours non plus d'un altermondialisme mythique, mais d'une sobriété plus prospective, plus réaliste. Et donc, ne se trompe-t-on pas de combat, et est-ce qu'il ne faudrait pas quitter un altermondialisme mythique pour une intégration plus rationnelle? J'illustrerai cette question, pour terminer mon intervention, par les menaces qui me paraissent réelles en Méditerranée occidentale sur la pêche artisanale. Alors, quelles sont ces menaces? Alors, évidemment, donc, c'est pas extrêmement explicite, mais je vais vous l'expliquer. Ces menaces, elles sont évidemment d'ordre environnemental. C'est-à-dire que l'état des ressources en Méditerranée demeure de toute façon problématique, puisque le poisson est loin d'être encore vert, et que des efforts de connaissance majeurs doivent être conduits. Ils sont d'ailleurs en train progressivement de se dimensionner et de monter en puissance au sein de l'Ifremer, au travers de 4 projets innovants dont on pourra tout à l'heure discuter. Mais l'état des ressources globales, au large comme au côtier, est critique. Ce que vous voyez à gauche, c'est des considérations d'augmentation des prélèvements sur la ressource du poulpe en Occitanie. Les récents travaux que vous avez menés nous montrent que si on a un prélèvement qui est relativement constant par la pêcherie chalutière, on a une explosion des prélèvements par les petits métiers, donc
par la pêche vraiment purement historiquement artisanale, en proche côtier. Donc cette augmentation spectaculaire de l'effort, il y a un moment où il va falloir être capable de la quantifier sur chaque espèce, sur chaque engin, et d'en aborder une vision plus synthétique et plus globale. Donc on a ce contexte de vulnérabilité quand même globale de la ressource. Mais la principale menace, à mon sens, est que finalement on nommait systématiquement dans les discours publics en la reportant à plus tard ou en n'étant pas en capacité de prendre des décisions politiques suffisamment fortes, c'est la surcharge de la bande côtière. Cette surcharge elle a plusieurs caractéristiques. C'est évidemment la surcharge démographique et d'artificialisation. La courbe que vous avez à l'écran, c'est issu des travaux MEDAN. On a une explosion du taux d'artificialisation le long du linéaire côtier méditerranéen qui s'est certes stabilisé, mais qui a fait un certain nombre de dégâts. La courbe démographique, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui elle ralentisse. Donc cette surcharge de la bande côtière, elle va amener évidemment des flux de fréquentation monstrueux, des conflits d'usage, parfois des manques de dimensionnement d'équipements pouvant conduire à des pollutions et globalement un contexte de demande et d'exploitation de la ressource croissante. L'autre surcharge, elle va avec ce graphique, elle vient de l'usage récréatif de la bande côtière, qu'il s'agisse de pêche récréative ou qu'il s'agisse d'usage nautique récréatif. Et puis on n'anticipe pas assez dans cette surcharge de la bande côtière les effets report. La pêcherie chalutière, elle est soumise depuis 2018 à des plans de gestion drastiques. Donc vous avez deux illustrations à l'écran. D'ailleurs, ça bouge, deux illustrations à l'écran. Les zones qui sont... alors, comment on va faire? On va pas faire. Mais en gros, l'espèce de dauphin qui aboutit dans un box, là, ce sont des zones où les pêcheries chalutières ne peuvent plus, beaucoup moins aller. L'absence d'exploitation de ces ressources-là a conduit à une extrême vulnérabilisation du segment chalutier, qui se traduit aujourd'hui par un plan de sortie de flotte des chalutiers extrêmement conséquent. C'est presque la moitié des chalutiers d'une organisation professionnelle de 7 qui risquent de partir à la casse. Alors c'est bien, c'est pas bien, peu importe. Toujours est-il que l'exercice du métier de pêcheur, si les personnes concernées ne quittent pas l'exercice du métier de pêcheur, eh bien ils risquent de se reporter sur d'autres engins, d'autres métiers, beaucoup plus côtiers, et donc d'amener avec eux cet effet report finalement des plans de gestion. Donc ça, c'est quelque chose qu'on devrait théoriquement anticiper en termes de décision publique. L'autre effet report, c'est évidemment celui des zones éoliennes. C'est-à-dire que lorsqu'on arrivera à des parcs éoliens commerciaux et que l'on aura privé d'exploitation toutes ces zones-là, pas toutes ces zones, mais en tout cas la moitié, eh bien là aussi, ce seront des territoires dont il va falloir anticiper les effets report, et il est très probable qu'un certain nombre de reports se portent sur la frange côtière. Ça, c'est l'illustration finalement socio-économique des zones éoliennes. C'est tout rouge, on pêche partout. Là aussi, réalité ou pas du discours, peu importe. La réalité, elle est malgré tout qu'il y a une activité de pêche intense dans ces zones-là qui ne quittera pas nécessairement les gens qui l'exercent. Et face à ça, qu'est-ce qu'on a finalement à offrir? Eh bien, on a des décisions publiques, n'ayons pas peur de le dire, assez molles, puisqu'on a normalement dans le droit des outils de planification territoriale qu'on ne mobilise pas ou qu'on mobilise très peu. Ces outils de planification territoriale, alors par exemple, mais on pourrait y passer une heure dessus, sont les schémas de cohérence territoriale, les SCOT, et leur volet littoral et maritime. Donc, les schémas de mise en valeur de la mer. Sur toute une façade maritime, les seuls départements qui ont pris la peine de penser leur espace maritime et de penser leur frange côtière, c'est les Pyrénées-Orientales et c'est le bassin plutôt. Il y a peut-être un petit VLM qui traîne du côté de Saint-Tropez, je ne sais plus, j'avoue, mais c'est quand même assez faible à l'échelle de toute une façade. Donc on ne peut pas non plus, on ne peut pas avoir des décisions politiques fortes lorsqu'elles ne s'approprient pas leur plan d'occupation des territoires. Et ça, c'est des choses où la pêche artisanale
Alors évidemment qu'ils n'ont pas toujours les moyens de toucher les politiques, mais sont des choses qu'ils doivent finalement initier, pousser et faire prendre en compte au travers de leur vie syndicale, parce que ce sont les outils de planification et de conservation de la frange côtière où ils vont pouvoir, où les pêcheurs artisanaux vont pouvoir se déployer. Et c'est la même chose sur l'ensemble de la façade Méditerranée. Donc ça, par exemple, c'était l'un de mes derniers travaux personnels. Quand j'ai piloté le document stratégique de façade, qui est en gros le gros volet littoral et maritime de la façade Méditerranée, il a fallu définir des vocations, donc en fait savoir à quoi on allait destiner ou pas les territoires. Quand on voit la carte, ça fait quand même assez peur l'occupation du domaine public maritime et notamment du proche côtier. Et qu'est-ce qu'on a pu faire en tant que politique étatique à l'époque? Eh ben, c'est finalement une concertation extrêmement consensuelle où on a superposé comme ça des usages sans rigoureusement donner la priorité à l'un ou à l'autre. On a tout de même dit, enfin à l'époque on a réussi à faire passer le fait que au-delà de la fin, on a une première couche environnementale à respecter et parmi les usages économiques, on donnera la priorité aux usages primaires, c'est-à-dire les ports et la pêche, par rapport au développement d'usages récréatifs, de type croisière ou usage récréatif de la bande nautique. Mais c'est une affirmation qui est très légère, et c'est pas faute voilà, d'avoir pu faire mieux, parce que de fait, il faut derrière des soutiens politiques extrêmement forts, qu'on n'a pas, et des expressions extrêmement fortes aussi de la part des pêcheurs, qu'on n'a pas non plus. Donc au milieu de tout ça, on se retrouve avec des décisions politiques qui ne sont pas à la hauteur, finalement, de la défense de secteurs comme celle de la pêche artisanale, parce qu'on n'a pas encore une mécanique de décision et d'expression de volonté suffisamment forte. Donc je vais arrêter là, et pour conclure synthétiquement et refaire ce panorama, on est parti d'une échelle internationale où on a vu les qualités d'un mouvement militant, les qualités d'un discours altermondialiste, mais on a vu aussi ses faiblesses, des décentrements d'importance, des décentrements de poids, avec la recommandation très probablement de faire plus de place aux syndicats professionnels et toujours plus de place aux aires de gestion qui nous permettent de réaliser ces consensus-là qu'on n'arrive pas à faire encore à l'échelle de toute une façade. Et puis de développer des discours qui soient effectivement peut-être moins dans un autre monde, moins dans la constitution d'un nouvel ordre social. Parce qu'on n'en est pas là, on n'en est plus là, mais par contre il faut savoir mobiliser les opportunités politiques, et ça nécessite que la pêche artisanale soit capable territorialement d'être extrêmement vigilante aux rares opportunités politiques qui leur donnent l'occasion de peser et d'être priorisées par rapport à d'autres activités. J'en ai terminé. Merci. Merci beaucoup pour votre exposé. On a fait comprendre en fait les difficultés d'un discours politique autour de la pêche artisanale. Alors, il se trouve que ça se situe dans le contexte de aujourd'hui un petit peu particulier, justement, de la venue du ministre délégué à la mer. Je ne sais pas si ces problèmes de pêche artisanale ont été abordés avec lui, peut-être. Donc on va lancer le débat. Je vais peut-être donc tout de suite passer le micro à Emmanuel qui va regarder un petit peu ça au niveau du parc marin et comment on considère les cas. Plaisir. Donc là, on a un panorama assez complet que Marie vient de nous dresser. Et c'est vrai que sur le parc marin, c'est intéressant de voir un petit peu comment se situe cette pêche artisanale. Il reste pour information un seul chalutier présent sur le territoire du parc, qui est le chalutier installé sur Port-Vendre. C'est le dernier, donc c'est quand même une activité qui a décliné de façon très spectaculaire ces 20 dernières années et qui continue dans cette voie. On a donc malgré tout quelques chalutiers qui viennent pêcher de Sète et de Port-la-Nouvelle, qui viennent pêcher sur le territoire du parc qui est très vaste,
qui va de Leucate, mais qui va aussi jusqu'à la frontière espagnole, à 35 000 nautiques. Donc on a vraiment un grand morceau de ce plateau continental sur lequel la pêche chalutière historiquement est développée. Et on a aussi les Espagnols qui ont un droit de pêche à partir de 6 000 nautiques jusqu'à Leucate, donc sur les eaux françaises. Donc ça c'est pour la pêche chalutière. Et puis ensuite à la côte, on a bien sûr cette pêche dite artisanale qui représente une soixantaine de petits métiers, de patrons pêcheurs qui sont présents sur une bonne partie des ports du parc. Donc on a 12 communes littorales, dont une dizaine de ports, et donc chaque port reste a encore quelques pêcheurs, dont la plus grosse communauté se situe sur les ports de Port-Vendre, de Saint-Cyprien, du Barcarès et de Leucate, qui ont encore, on va dire, un nombre de pêcheurs relativement important. Les autres communes, ça se chiffre à 2, des fois 3 pêcheurs. Donc on est quand même sur des toutes petites... une activité qui s'est condensée. C'est une activité qui s'inscrit dans de la vente directe, pour l'essentiel. Vous savez peut-être qu'il y avait une criée sur la commune sur le port de Port-Vendre. Ces criées étaient approvisionnées à l'époque en bonne partie par les chalutiers. La disparition des chalutiers a conduit assez inexorablement à la fermeture de cette criée, qui était quand même une sécurité pour les pêcheurs. Même s'il y avait de la vente directe, ils avaient la possibilité d'écouler quand même tout ce qui n'était pas vendu en direct, pouvait repasser facilement par cette criée. Aujourd'hui, c'est la criée de Port-la-Nouvelle, qui est la plus proche, qui essaye de faire un ramassage avec quand même pas mal de difficultés, et qui est aujourd'hui, elle aussi, en grande difficulté par rapport au fait que le déclin qui se poursuit de la pêche chalutière pourrait mettre en danger cette criée aussi. Donc le travail du parc là-dedans, c'est bien sûr à la fois de travailler cette question de la pêche artisanale sous l'angle préservation de cette activité, qui est une activité nécessaire et importante pour un parc marin, mais aussi bien sûr de veiller à sa durabilité dans le sens du respect des ressources, puisque c'est à la fois une ressource pour eux et c'est de la biodiversité pour nous, entre guillemets. Et donc c'est vrai qu'on n'a pas le même regard, quand on regarde un poulpe, on pense à tout l'écosystème et à tout ce qu'il représente en tant qu'élément de biodiversité. Un pêcheur, lui, il voit un poulpe comme un élément d'une ressource qui lui permet de vivre, ce qui est du coup pas le même regard sur cet environnement. Pour autant, le pêcheur sait très bien à quel point il dépend de cette ressource. Donc on travaille avec eux, mais au quotidien, les choses sont relativement compliquées, il ne faut pas se le cacher. Et avancer avec eux, effectivement, c'est s'appuyer sur leurs organisations professionnelles. Et là, on voit bien que l'étagement qui existe des prud'hommes qui ont perdu énormément de leur force, pour les raisons qu'a notamment rappelé Maria, mais aussi parce qu'aujourd'hui, le pêcheur est au milieu d'un concert d'acteurs dont ils sont devenus presque des observateurs. La pêche, il y a 50 ans, c'était peut-être 80% d'activité qui était présente sur notre côte. Aujourd'hui, c'est quelques pourcents de l'activité qui se développe autour d'une énorme activité de loisirs saisonnière. Donc en dehors de la période d'été, où là, ils sont presque inexistants, là, par contre, ils réoccupent l'espace pendant la saison, la basse saison, entre guillemets, où là, ils redeviennent effectivement un acteur central. Donc on a en permanence cet exercice à trouver. C'est ce qu'elle a parlé de tiers régulateurs. Donc c'est bien le rôle du gestionnaire et des parcs naturels marins, bien sûr, qui sont des espaces protégés, mais qui sont des espaces protégés non pas pour tout interdire et notamment interdire tout prélèvement, mais plutôt de rationaliser ces prélèvements, d'étudier avec les scientifiques ce que le milieu peut supporter et ensuite accompagner ces acteurs vers les pratiques les plus durables possibles. Voilà, on va résumer quelques éléments de contexte. À vous de jouer, vous avez sûrement plein de questions.
crois seulement que le métier de pêcheur est un métier réglementé, tout au moins en France. C'est-à-dire qu'il faut un diplôme professionnel pour exercer. Je voulais juste poser la question de savoir si l'école, là où est dispensé l'enseignement, ne peut être ce lieu un peu régulateur, ou tout au moins qui fédère un peu tous les pêcheurs et les professionnels du corps professionnel pour que tout s'arrange mieux, quoi, plutôt dans l'enseignement avec un idéal peut-être qui correspond à tous les besoins. Excusez-moi, Maria complétera. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que beaucoup de nos pêcheurs qui sont âgés sont, pour certains, pas passés par l'école. Aujourd'hui, effectivement, le métier de pêcheur passe par des exigences, et là, il y a des écoles qui forment ces nouvelles générations de pêcheurs. Et c'est vrai que le regard d'un pêcheur de 60 ans ou plus n'est pas le même qu'un jeune qui va s'installer, qui aura certainement un regard très différent sur son environnement, même s'il est lui-même fils de pêcheur, ce qui est quand même heureusement est souvent le cas. Il va certainement regarder la mer non pas comme un puits dans lequel il va pouvoir, on va dire, extraire ce qu'il a besoin, mais quand même sur un environnement fragile, avec des ressources qui sont nécessairement disons, à gérer, quoi. C'est vrai que la formation est certainement une clé pour faire changer le regard des pêcheurs sur cet environnement. Ça, c'est certain. Après, est-ce que c'est un lieu qui va leur permettre de mieux s'organiser, etc. Ça, je ne suis pas certain. Oui, bah vous avez les lycées de la mer, en fait, qui sont des instances qui, pour nous, sont assez importantes, parce que c'est elles qui délivrent aujourd'hui la formation des marins-pêcheurs, qui leur délivrent leur brevet de navigation, mais qui leur donnent aussi des connaissances socles en environnement qu'effectivement, il y a quelques années, ils n'avaient pas forcément. Donc, qui se transmettaient d'une manière plus empirique, quoi, comme j'en ai parlé. Donc ces lycées de la mer, ils sont essentiels, et nous, on a cette chance, nous scientifiques et vous gestionnaires, je pense, d'être considérés par les lycées de la mer comme des acteurs pouvant venir transmettre aux pêcheurs méditerranéens ce que nous savons. Maintenant, c'est un effort qui effectivement qui est pas complet, qui doit être constamment renouvelé, souvent pour les mêmes personnes, et puis qui ne doit pas non plus se départir de la pratique sensitive, ancestrale de la pêche, parce que ça fait aussi partie de la transmission et de la pérennité plutôt. Hein. Ouais, perpétuation, non, je ne suis pas sûre, bon, la pérennité de ces savoirs-là. Mais en tout cas, voilà, institutionnellement, les lycées de la mer sont là pour former des pêcheurs. On travaille avec les lycées de la mer et ça nous permet de mettre aussi en valeur notre dynamique de co-construction sur nos régions. Ce que j'ajouterais, c'est que, comme ça a été dit, le pêcheur qui sort tous les jours en mer, il a un sens de l'observation, il a une perception de son milieu qui est extrêmement fine et qui lui permet d'aller chercher le poisson au bon endroit, d'avoir les bons engins de pêche au bon moment, etc. Et c'est vrai que ça, c'est une science, on va dire, qui est difficile à cerner, mais qui, plus au travers de l'anthropologie, j'ai envie de dire, et le parc a fait un gros travail de collecte de cette mémoire des anciens pêcheurs, notamment, et on voit la richesse de leur façon de regarder la météo marine, de regarder justement les saisons, l'adaptation de leurs pratiques, et cette force qu'avaient les petits métiers, comme on les appelle, c'était cette polyvalence. C'est-à-dire qu'ils avaient cette capacité à s'adapter à des ressources en fonction de la météo, en fonction des saisons, en fonction pourquoi pas des marchés. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un peu cette tentation, pour certains, de se dire, par exemple, c'était le cas pour le poulpe, qui vient d'être évoqué, à un moment donné, il y a une technique de pêche qui arrive sur le marché qui est très efficace, c'était les pots à poulpe en particulier, qui sont vendus, à l'époque c'était des pots en terre cuite, donc il fallait manipuler ça prenait du temps, c'était lourd, c'était coûteux. Aujourd'hui, c'est des pots en plastique qui valent 1,50 €, qui sont déjà lestés, et donc on accroche ces pots sur des kilomètres. Et donc là, du jour au lendemain, cette pratique étant facilitée, certains pêcheurs se sont quasiment
dédiée intégralement à cette pratique de pêche au lieu de la garder parmi d'autres techniques de pêche pour justement avoir cette adaptabilité, quoi. Donc c'est aussi aujourd'hui ce qu'il faut préserver, c'est justement cette polyvalence qui permet aux pêcheurs de suivre aussi un petit peu l'évolution des milieux et avec le changement climatique qui nous arrive de plein fouet, il est évident que les pêcheurs, eux aussi, vont devoir s'adapter. Dans certaines régions, la pêche a littéralement disparu totalement. C'est le cas de la pêche au poisson bleu. Vous avez tous en tête la richesse que représentait ce poisson bleu à Collioure. Et Port-la-Nouvelle était le premier port de débarquement français de sardines. Et peut-être d'anchois, je ne sais plus, au moins de sardines. Et aujourd'hui, ils n'en débarquent plus rien. C'est-à-dire quelques tonnes, alors que c'était des milliers de tonnes. Donc on voit bien que la pêche, elle aussi, va devoir s'adapter, et au plus elle sera polyvalente, au plus elle pourra s'adapter, et permettre aussi aux gestionnaires de les aider à mettre certaines zones en protection, pour qu'elles puissent justement en ramasser les bénéfices à la périphérie en particulier. Vous disiez que justement, on a perdu beaucoup de pêcheurs, que ce soit les petits métiers, les chalutiers. Et est-ce qu'on sent un petit peu une dynamique à partir de ces lycées de la mer pour que des jeunes puissent réinvestir ce métier ou pas? Je pense que tu compléteras sur ton territoire, que tu connais beaucoup plus finement que moi, mais les lycées de la mer et les organisations professionnelles sont vraiment effectivement des acteurs clés, et ils mettent une énergie et une diversité d'actions quand même extrêmement forte pour maintenir à flot la transmission du métier de pêcheur. Est-ce qu'elle reprend? Là, je ne pense pas. Mais au moins elle se maintient. Et elle se maintient à grands coups parce que voilà, c'est devenu une activité publique en tant que telle, presque, que de faire la promotion, la valorisation de ce métier et de l'enseigner. Et ça, c'est vraiment une action que les organisations professionnelles pilotent, mais que la région soutient beaucoup, la région Occitanie, que les lycées de la mer déclinent, que les gestionnaires développent avec tout un travail de mémoire, de facilitation, etc. Et que nous, organismes scientifiques, on essaye d'éclairer le mieux possible. Mais c'est une action publique d'actualité, constamment renouvelée dans ses méthodes parce que tout ne marche pas, et qui peine à faire maintenir un niveau finalement de réalité du métier, quoi. Excusez-moi, mais il y en a où des lycées de la mer? 7. Non, j'ai juste pensé ça. Il y a juste un à 7, et puis à Canet, il y a aussi un lycée qui a un champ de formation plus étroit. Mais effectivement, il y a plusieurs organisations d'enseignement professionnel pour la pêche. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, la difficulté, c'est que c'est un métier dur, c'est un métier de passion, et les jeunes qui arrivent dans ces formations sont malheureusement, pour une grande partie, changent de direction en cours de route parce que ils se confrontent à la réalité du métier de pêcheur, et certains adorent ce métier et le feront coûte que coûte, mais amener des jeunes aujourd'hui dans ces métiers-là, c'est effectivement un vrai challenge pour la profession. Les institutions, on va dire, sont là aussi pour faire des interventions, on participe nous-mêmes à des formations, mais c'est vrai que aujourd'hui, ces métiers-là sont des métiers difficiles, et les jeunes ont un peu de peine à s'y engager. Et une autre dimension importante à avoir en tête, c'est justement au niveau du grand public, c'est que les organisations non gouvernementales, donc les associations militantes, amène de temps en temps une confusion, c'est-à-dire qu'on a tellement en tête la pêche industrielle qui détruit littéralement des stocks, qui met en danger des populations qui vivent de ces ressources, etc. Et on a vu les réactions que ça peut susciter dans des régions où il y a vraiment une pêche vivrière.
les réactions peuvent être très très fortes. On a eu le Sénégal, hein, tous les pays de l'Afrique du nord-ouest sont dans des régions poissonneuses extraordinaires, et cette pêche artisanale fait vivre des dizaines de milliers de gens, et c'est les Russes et les Chinois et les Européens qui viennent pêcher dans ces eaux et quelque part qui mettent en danger toute cette profession. Mais la dénonciation qui est nécessaire des mauvaises pratiques de pêche à l'échelle internationale est des fois amalgamée avec l'idée qu'une aire marine protégée, par exemple, doit être une aire marine protégée sans pêcheurs, sans prélèvement. Or aujourd'hui, certaines associations comme le WWF militent justement pour présenter la pêche artisanale, les petits métiers, comme compatibles avec la présence d'une aire marine protégée, dès lors qu'on est capable de travailler ensemble. C'est-à-dire le fameux triptyque qui a été évoqué, les scientifiques qui apportent cette connaissance indispensable pour conduire la gestion, le gestionnaire qui anime et qui met en œuvre et qui contrôle, et puis les pêcheurs qui, bien sûr, prennent leur part dans ce dispositif. Donc cette réflexion-là, si elle est bien faite, elle montre des résultats spectaculaires, et il existe des aires marines protégées dans lesquelles on peut avoir des résultats en termes de biodiversité et des activités de pêche professionnelles qui permettent de faire vivre les gens et qui montrent que, effectivement, la pêche est une activité qui est présente en Méditerranée depuis que l'homme est au bord de cette mer. Et donc il n'y a pas de raison qu'on puisse pas continuer à exploiter ces ressources, à condition qu'on le fasse avec beaucoup d'attention et dans un dialogue permanent, de manière à pouvoir s'adapter aussi et mener cette gestion comme ça, de façon très, très attentive. Oui, en fait, j'aimerais savoir justement qu'est-ce qui s'oppose à ce type d'organisation dans ma derrière. J'aimerais bien savoir justement quelle organisation, qu'est-ce qui s'oppose à ce type d'organisation que vous venez de citer, qui est justement exemplaire. Ouais, il y a des ONG très militantes et des scientifiques aussi, il ne faut pas se le cacher, qui considèrent qu'une aire marine protégée doit être égale à une zone de non-prélèvement. Ce que les scientifiques ont démontré en Méditerranée, c'est pas vrai partout, mais en Méditerranée et sous les tropiques aussi, c'est qu'un milieu, si on enlève toute pression, évidemment, il va devenir plus riche et va développer une biomasse animale et végétale plus importante qu'une zone qui va être exploitée. Donc on part de ce principe que le tout protégé va avoir une biodiversité, une biomasse beaucoup supérieure à une zone qui va être pêchée. La question n'est pas de dire qu'il faut opposer les systèmes, mais qu'on doit trouver ces complémentarités. Donc ici, si on prend l'exemple de la réserve naturelle, qui est toute proche, on a dans la réserve naturelle un espace de 650 hectares à l'intérieur duquel vous avez 10%, c'est-à-dire 65 hectares exactement, qui sont en protection intégrale, donc sans aucun prélèvement, sans activité de loisirs de type plongée, etc. Donc il n'y a aucun dérangement sous l'eau. Et tout le reste de l'espace, les 98%, sont autorisés avec un cadrage très précis à de la pêche professionnelle et même de la pêche de loisirs. Seule la chasse sous-marine est interdite et l'ancrage dans un certain nombre de sites. La vitesse est limitée, mais globalement, les activités de prélèvement ont été considérées comme compatibles avec la présence de cette aire protégée. Et la complémentarité entre une zone intégrale, fortement protégée, et le reste est une démonstration extrêmement importante et qui mérite d'être reproduite ailleurs. Donc c'est important de rappeler qu'effectivement on peut avoir des espaces, heureusement, sinon ça serait la guerre, entre guillemets, une confrontation cruelle que de dire on ne peut pas imaginer d'air protégé en autorisant des prélèvements. Et heureusement, on peut imaginer des aires marines protégées avec des résultats en termes de biodiversité qui peuvent intégrer des activités de prélèvement, et ça c'est quand même rassurant. Je la question. Enfin, moi j'ai une petite question, mais vous dites qu'actuellement il n'y a plus pratiquement on ne pêche plus les sardines et les anchois par ici,
Mais est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus du tout de sardines et d'anchois, ou bien est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus personne qui les pêche? Alors, il reste quelques seineurs, donc enfin ceux qui pêchent L'Amparo. voilà. Il reste quelques pêcheurs Lamparo qui viennent saisonnièrement pêcher de la sardine, mais la ressource par rapport à ce qu'elle a été a littéralement fondu. Donc, je ne sais pas si tu pourras en parler, puisque l'Ifremer s'est penché dessus. C'était extrêmement brutal, c'est-à-dire, mais vraiment, ça a été sur une année. Du jour au lendemain, les chalutiers sont revenus bredouilles. Donc ça a été un effondrement extrêmement brutal, qui est à l'image, quelque part, de ce que peut générer un changement climatique ou des changements globaux, qui à un moment donné, par effet de seuil, peuvent précipiter, on va dire, un changement comme celui-là. Et ce qui était relevé, c'est que les sardines comme les anchois sont l'une et l'autre sont présents, sauf qu'ils n'arrivent pas à grossir. Donc les poissons sont en fait en manque de nourriture, et donc ça veut dire simplement que la productivité globale du milieu a été, disons, bousculée par des changements globaux, probablement liés au changement climatique, donc faut-il le démontrer. Et là, on a effectivement un milieu qui devient moins productif, et donc la sardine, qui était une ressource fantastique, a vraiment décliné, quoi. Donc c'est vraiment un effet environnemental sur la sardine. Et sur l'anchois, à ma connaissance, il y a un effet combiné, à la fois environnemental, mais aussi une pression de pêche qui a été trop importante sur cette ressource. Mais sur la sardine, on pencherait plutôt sur une hypothèse d'un changement environnemental important. La diapo que vous avez montrée, là, qui est impressionnante par rapport au changement du littoral, ça c'est vraiment catastrophique. On a l'impression que voilà, la transformation du milieu a été telle, de la côte, que c'est impossible d'avoir des poissons. Oui, il faut peut-être. Enfin, c'est important d'avoir en tête ces dimensions-là, parce qu'on sait à quel point la Méditerranée attire massivement les touristes, a été très aménagée, etc. Mais la mer reste la mer. Donc l'artificialisation du littoral, elle est réelle. C'est des zones de reproduction, enfin, c'est là surtout que viennent s'installer les juvéniles de beaucoup de poissons. Ils viennent dans les très faibles profondeurs, ils ont besoin de zones d'abri, etc., pour se mettre à l'abri et des prédateurs et trouver une nourriture suffisamment abondante. Et c'est effectivement ces zones qui ont été largement fragilisées par les aménagements portuaires, entre autres, et tous les aménagements artificiels de la côte. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, je pense que ce qui était montré dans cette diapo, c'est aussi quelque part une espèce de surfréquentation, parce que les pressions humaines, elles s'exercent de différentes manières. Bon, on a tout de suite en tête le prélèvement, bien sûr, l'artificialisation, mais aujourd'hui on se penche de plus en plus sur les questions liées au bruit. Les activités humaines génèrent beaucoup de bruit sous l'eau, qui se propage beaucoup plus vite que dans l'air, et voilà, l'écosystème marin est très sensible en réalité à ces bruits. Donc ça, c'est des pans de recherche qui commencent à s'ouvrir, qui montrent à quel point c'est important. Il y a aussi la thématique des pollutions plastiques. Vous avez déjà eu des conférences sur ce sujet, donc on va s'attarder, s'étendre là-dessus. Mais voilà, ces pollutions-là sont très très inquiétantes, et l'artificialisation aujourd'hui, entre guillemets, elle est quand même bien tenue, bien freinée, même s'il y a encore malheureusement quelques atteintes. Mais aujourd'hui, les enjeux, à mon sens, se situent plus dans les transferts entre les fleuves et la mer, et puis sur le contrôle et l'encadrement des activités en mer, notamment de loisirs. Aline. Oui, le prélèvement n'est pas véritablement un problème. Le problème, c'est la limitation de ce prélèvement à des niveaux qui ne mettent pas en danger les populations. Et c'est à ça qu'on doit tendre, c'est-à-dire une surveillance des populations, un suivi des populations qui permettent d'établir à quel niveau, effectivement, le prélèvement peut être fait sans conséquences dramatiques pour une population. Parce que les populations se régénèrent naturellement, si on ne fait rien dans le milieu, elles sont capables toutes seules de se régénérer. Le problème, c'est l'exploitation abusive.
Et aussi, donc, ça demande ce suivi qui est très important. Et je pense que depuis quelques années de la mise en place du parc, notamment, on a vu l'évolution justement dans ce sens-là. Bien que parfois on a un déni quand même des pêcheurs, il faut le dire. Moi, je me souviens d'un conseil où on parlait du poulpe, justement. Et les pêcheurs nous disaient « Ah non, non, il n'y a pas de problème pour nous parce que notre débarquement est toujours le même. » Oui, le débarquement était toujours le même, et moi je leur ai dit « Vous devriez vous inquiéter parce que le débarquement est toujours le même, mais le nombre de pots, comme vous l'avez montré sur votre diapositive, avait augmenté de 100, et ils avaient élargi très largement la surface de prélèvement. Donc ça prouvait que si c'était stable, ça voulait dire qu'effectivement il y avait une diminution des populations. Mais je crois que bon, le problème a été un petit peu compris depuis, et j'espère qu'à l'avenir on en tiendra compte dans ce sens-là. Ce que tu soulèves là, je pense que c'est important de l'avoir en tête, c'est le temps de la connaissance et le temps de la gestion ne sont pas les mêmes. Et souvent, et aujourd'hui de plus en plus, on sent que la réponse de la gestion doit être assez rapide, et le temps de la recherche et de la science est plus long, c'est normal, puisqu'il faut quand même qu'ils vérifient, qu'ils testent, surtout en mer, les choses sont plus compliquées, puisqu'il faut y accéder, etc. Donc on a de temps en temps, en tant que gestionnaire, des choix difficiles à faire, qui sont des choix plus intuitifs, ou en tout cas des principes de précaution à négocier, à mettre en œuvre, avant d'avoir, on va dire, la parole et les productions scientifiques attendues qui arrivent des fois un peu décalées. Et il faut arriver à cultiver cette confiance et ce dialogue entre acteurs pour justement avoir cette adaptabilité, cette capacité à avancer dans une gestion, dans une co-gestion. Le terme est osé parce qu'en réalité c'est un travail très compliqué, mais c'est vers ça qu'il faut absolument aller si on veut sauver cette biodiversité pour nous et pour la pêche et pour les générations qui viennent. Par rapport au parc éolien, vous avez à un moment donné montré aussi quel est l'impact vraiment par rapport à ce que ça va avoir. Je te laisse compliquer. Sur la question des éoliennes, en fait, ce que vous avez vu, c'est ce qu'on appelle des macro-zones, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire peur, il n'y aura pas des éoliennes en totalité sur toutes les zones qui vous ont été présentées. Ce qu'il faut avoir en tête par contre, c'est que la politique de la France aujourd'hui, dans sa politique pluriannuelle de l'énergie, c'est de développer l'éolien l'éolien offshore de façon très très déterminée, puisqu'on parle de plusieurs dizaines de gigawatts. Donc c'est des puissances énormes, c'est ce que permet l'offshore, c'est-à-dire on a des régimes de vent qui sont beaucoup plus importants qu'à terre, plus réguliers, et l'État pensait que ça serait plus facile de mettre des éoliennes en mer que de les mettre à terre. Et en réalité, en fait, c'est pas plus simple. Il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup d'études, il y a beaucoup de scientifiques, d'ONG, etc., qui ont tiré la sonnette d'alarme en disant « Attendez, on ne peut pas partir comme ça et mettre des éoliennes partout sans avoir pris le temps d'évaluer, de diagnostiquer. » Tout ça prend quand même beaucoup de temps. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a deux types d'éoliennes en mer, offshore. Il y a les éoliennes posées. Là, on a un long recul là-dessus, puisqu'elles existent en mer du Nord depuis longtemps. Et elles sont sur des faibles profondeurs. C'est ce qu'on observe. Et là, bon, on a des retours. Sur l'offshore qui est en train de se développer, c'est l'offshore flottant. Donc, puisque là, on est du coup sur des unités qui sont toujours plus grosses. On est sur les quelques parcs pilotes qui vont être construits et mis en service fin 2023. On sera sur des 10 MW l'unité. Et on va aller probablement vers du 12 ou 14 MW avec des éoliennes qui font déjà 200 mètres de haut et qui pourront aller au-delà. Donc on est sur un gigantisme assez monstrueux et que ce potentiel éolien, évidemment, il va falloir tester, mettre au point, on va dire, les méthodes qui sont encore assez exploratoires sur le flottant, sur le posé, comme je disais, quand c'est maîtrisé. Donc sur le flottant, on va voir dans les années qui viennent comment ça s'organise, comment on va pouvoir évaluer
l'impact de ces éoliennes sur le milieu marin. Et vis-à-vis de la pêche, effectivement, c'est une très grosse inquiétude pour la profession, c'est une évidence. Pour la simple raison, c'est que de toute façon, pour des raisons de sécurité, les bateaux qui travaillent au chalutier, donc avec des arcs qu'on appelle traînants, ne pourront pas évidemment travailler à proximité des éoliennes qui seront ancrées au fond sur des chaînes, des ancres, etc. Donc ils ne pourront pas se permettre d'aller très près de ces installations. Donc évidemment, les zones sur lesquelles seront installées ces éoliennes, ces champs d'éoliennes qui vont être vite constitués à coup de dizaines et de dizaines d'éoliennes, vont sacrifier, entre guillemets, certaines zones à la pêche chalutière. Pour autant, ce qu'on sait déjà, et certains pays comme le Japon ont développé cette activité au large, montrent qu'on a aussi un effet récif ou des effets, un changement d'environnement qui permet d'accroître probablement la productivité de ces milieux du large, qui sont du bleu en fait. Là, on va mettre des corps étrangers en dur dans ces espaces-là. Ça va faire des espèces de récifs artificiels sur lesquels on peut s'attendre à une certaine augmentation de la productivité. Et autour de ça, évidemment que le fonctionnement halieutique, le comportement des mammifères marins va certainement s'adapter et profiter de ces nouveaux équipements. Donc là, il y a plein de choses à comprendre, à découvrir. On y verra plus clair, notamment avec les éoliennes pilotes qui vont être installées très prochainement. Mais est-ce que les fréquences de bruit comme ça qui sont mises par les éoliennes ne vont pas se transmettre justement donc, dans l'eau, puisque ça se passe très bien? Ça fait partie, voilà, il y a plein de questions autour de ces éoliennes. Il y a les champs magnétiques aussi, il y a le ragage des chaînes et la mise en suspension, il y a le bruit sous l'eau, du ragage des chaînes, le bruit des éoliennes aussi à l'extérieur. Vous avez aussi les pollutions liées aux métaux, puisqu'on c'est des flotteurs métalliques qui ont été envisagés en tout cas chez nous. Et là-dessus, il y a la question des anodes sacrificielles qui libèrent quand même des métaux en solution dans l'eau. Enfin, il y a une multitude de questions. Les questions halieutiques sont des questions aussi très très importantes. Les oiseaux marins qui peuvent aussi, bien sûr, aller malheureusement se faire hacher menu dans ces pales. Donc il y a une multitude de questions. On a essayé d'identifier vraiment le plus largement tous les sujets possibles. Et il y a donc une investigation qui va être faite de tous ces sujets avec notamment des recherches, des dispositifs sur lesquels on va expérimenter, notamment l'intelligence artificielle pour tout ce qui est radar et enregistrement, etc. Parce que ça va représenter des telles quantités de données qu'il faudra absolument passer par des traitements, des algorithmes qu'il va falloir penser, concevoir, tester, mettre au point. Donc on a tout un volet expérimental, on va dire, qui est associé à la mise en place de ces éoliennes. Mais tous ces sujets sont bien sûr sur la table. Est-ce qu'actuellement il y a déjà des éoliennes en Méditerranée, ou est-ce que c'est à Saint-Nazaire, Saint-Nazaire que ça commence là? Il n'y en a pas en Méditerranée. Ça s'approche puisque fin 2023, donc ça va arriver vite. Et actuellement, effectivement, il y avait une éolienne flottante au large du Portugal qui est en fonctionnement et qui est en test, mais qui n'a pas tous les équipements qu'on va mettre sur celle qu'on aura ici. Et puis il y en a effectivement qui commencent à émerger à l'étranger aussi. Donc c'est quelque chose qui est en plein développement. Et donc il y a même une course, on va dire, économique entre pays et entre grands groupes industriels pour essayer de prendre place sur cette nouvelle forme d'énergie du large. Une question toute simple. Vous avez parlé d'éoliennes de plus de 200 mètres, mais les éoliennes flottantes, c'est à partir de les éoliennes fixées au sol, c'est jusqu'à quelle profondeur? Celles qui sont posées, je crois qu'elles ne peuvent pas dépasser 30 à 40 mètres de profondeur. Là, on peut aller jusqu'à une centaine de mètres. Donc celles qui sont envisagées sur le parc, elles seront sur des profondeurs de l'ordre de 60 à 80 mètres, je crois. Donc voilà, à peu près. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand vous regardez
la bathymétrie, c'est-à-dire le profil des fonds marins de la Méditerranée occidentale. On a ce fameux golfe du Lion, et il porte ce nom parce qu'il y a un immense bassin sédimentaire devant notre côte qui va jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres et qui était jusqu'à récemment très productif et du coup ratissé régulièrement par cette flotte chalutière. Et c'est le seul plateau continental qu'on a sur notre façade méditerranée. Dès qu'on passe Fos, on a, on va dire, un plateau continental qui revient à la côte et en fait qui plonge très vite en profondeur. Donc le potentiel éolien, il est d'ailleurs, avec le Mistral et la Tramontane, bien sûr, plutôt à l'ouest. Et on a en plus ce plateau continental très étendu, c'est un plateau sédimentaire formé par la présence du Rhône. Et donc c'est grâce à la présence grâce ou à cause, chacun jugera, on peut imaginer le développement de ces fermes éoliennes sur ce plateau. Oui, alors vous parliez de course économique, un petit peu avec la construction et l'implantation des éoliennes. Et d'un point de vue donc, de la recherche, est-ce que ça va suivre ou j'allais dire, vous allez être devancé par les réalités économiques et est-ce qu'il y a au plan, je sais pas, européen, une recherche sur ces questions maintenant, sur ces dangers possibles, pour la biodiversité, la faune? Alors la question, c'est pas facile de vous répondre correctement. Je sais que la course à l'éolien nous a mis dans la course à la recherche, par conséquent. Donc déjà qu'on s'en sortait pas sur la biotique, on nous a rajouté la couche éolienne, mais bon, on structure des stratégies de recherche avec des programmes, on va dire, qui coïncident relativement bien avec les calendriers de décision tels qu'ils étaient prévus initialement. Maintenant, bon, on a eu quelques revirements ministériels au moment où on a lancé l'éolien commercial. On n'était pas censé partir sur un appel d'offres commercial sans avoir un recul sur le pilote. Il a été décidé au niveau présidentiel de raccourcir les délais dont acte. La crise ukrainienne, je pense, va nous imposer d'aller un peu plus rapidement encore. Donc oui, et chaque contexte international ou national rebat les cartes de nos stratégies de recherche. Quoi. Et puis après, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que l'éolien est un problème, quoi. Mais on croule sous les demandes d'expertise, de recherche, d'études. Et au milieu de tout ça, les moyens publics n'augmentent pas. Donc les chercheurs accroissent leur nombre de travaux en cours, etc. Donc ça nous fait des contextes pour chacun finalement excessivement compliqués. C'est pas mieux du côté de la gestion, je vais dire. Voilà, donc on fait un peu ce qu'on peut. Et puis surtout, là où on ne progresse pas, c'est dans les considérations globales de problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on va mettre de l'éolien, on fera des batteries d'études qui vont bien, mais on ne sait pas ce qu'on fera des autres personnes que ça va priver d'accès à cet espace. Donc, on va dérouter vite fait les navires de fret et de croisière, c'est pas bien grave, ils se rattraperont sur les prix de la cabine. Mais les pêcheurs, on ne sait pas bien, qu'est-ce qu'on a à leur offrir, qu'est-ce qu'on fait de ces zones, est-ce qu'on met que de l'éolien, est-ce qu'on y met aussi de l'aquaculture, pas, est-ce qu'on s'arrête là? Donc au final, là où on ne progresse pas, c'est dans l'inclusion des problématiques globales, transversales, et puis l'inclusion des problématiques des sciences humaines et sociales, en fait, dans l'ensemble de ces politiques-là, qui fait qu'on en arrive à des politiques en silo qui sont nécessairement pas stratégiques. Parce que, on a des gens qui vont s'enfoncer comme ça dans le bruit, d'autres dans le relargage, mais à aucun moment on a de décisions politiques globales qui vont donner du sens en fait à ces analyses-là et permettre d'anticiper des mutations de société.
Et ça, à partir du moment où on n'aura pas ça, on courra systématiquement après l'expertise, après la recherche. On imposera aux gestionnaires de prendre des décisions un peu à l'aveugle pour calmer un contexte. Puis on reviendra sur ces décisions 2 ans après en disant si on avait su, on n'aurait pas fait ça, etc., etc. Donc à partir du moment où politiquement on n'arrive pas à inclure la recherche, décliver des recherches scientifiques et des recherches de sciences humaines et sociales, on ne progressera pas dans la mise en œuvre de politiques maritimes qui ait du sens et qui soit relativement dérisquée socialement, économiquement ou écologiquement. Une logique cohérente. Dans les logiques cohérentes, il y a pas mal aussi avec... On met maintenant des éoliennes. On dit qu'il faut mettre du photovoltaïque aussi. Hein. Eh bien, à Banyuls, on a le droit de mettre du photovoltaïque, mais de couleur rouge, avec un rendement qui est nul, bien sûr, et qui coûte beaucoup plus cher. Donc on met un frein d'un côté, alors qu'on ne devrait pas en avoir. La dernière question, parce qu'après... Comment ? Vous avez été très attentif. Oh, non. Vous avez prononcé le mot de l'aquaculture et on va faire un mémoire de la naissance du projet de Franck-Marin. Un peu lié à l'aquaculture, il y avait sur la côte d'Argeil le projet d'installation de cages à thon dans la baie de Polige. Et le préfet maritime à l'époque avait dit, parce que on entendait tout et n'importe quoi, les associations de protection, les scientifiques, les pêcheurs, le promoteur des cages à thon, tenaient des discours qui étaient contradictoires parfois d'une réunion à l'autre. Et le préfet maritime avait dit lançons le débat sur un parc marin et ça permettra à chacun de s'exprimer, de faire le tri et d'avoir une discussion cohérente. Donc est-ce qu'il y a encore des projets d'aquaculture? Et puis une question subsidiaire, on va dire, est-ce qu'il y a des projets de valorisation économique du crabe bleu? Parce que finalement, il y a des ressources qu'on essaie d'implanter à travers l'aquaculture, et il y a une ressource qui existe, qui n'est pas du tout valorisée, qui est quand même une catastrophe pour la biodiversité. Donc, je pourrais répondre rapidement à ces 2 questions. Merci. Oui. Donc, j'étais pas là à l'époque où effectivement le débat a porté sur ces fameuses cages à thon. Il a marqué les esprits, en tout cas, parce que c'est revenu plusieurs fois. C'est pas la première fois que j'entends parler. Il n'y a plus aucun élément d'actualité autour de ce sujet-là. La France, d'ailleurs, n'a aucune cage à thon pour l'engraissement. Mais c'est pas impossible que la question revienne au niveau national, enfin au niveau méditerranéen, de voir s'il n'y a pas un lieu propice qui permettrait de faire grossir les thons plutôt chez nous que chez les Espagnols, les Chypriotes ou les Grecs. Mais pas chez nous. Donc rassurez-vous, en tout cas à ce jour, aucun projet n'a été mis sur la table en la matière. Concernant par contre le deuxième point qui est le crabe bleu, c'est un débat qui mériterait un temps plus long, mais en essayant de vous le faire court, le crabe bleu c'est une espèce exotique effectivement qui est arrivée ici il y a quelques années, qui a pris qui s'est développée de façon très très importante dans un étang, l'étang de Canet, qui du coup prive d'ailleurs, encore une fois, là les pêcheurs sont clairement victimes d'une espèce exotique, puisqu'ils pêchaient de l'anguille, là ils ne pêchent plus rien du tout en dehors des crabes. Mais commercialiser le crabe, c'est pas une mince affaire, parce que c'est pas une espèce indigène dont on connaît le cycle et qui est installée et dont on va pouvoir raisonnablement exploiter économiquement la ressource. Là on a affaire à une espèce qui vient de s'installer, dont on ne connaît pas vraiment la cinétique de population, avec des périodes où il y a une prolifération, mais l'année d'après, ça peut être 2 mois avant, 1 mois après, c'est pas toute l'année, évidemment, parce qu'il y a l'hiver, les sioles se mettent à l'abri des températures. Et donc, c'est très très difficile de constituer une filière viable, commercialiser réellement cette espèce aujourd'hui. Donc ça fait partie clairement des sujets posés la profession, le comité régional des pêches, et sur cette question très sensible.
L'État aussi est intervenu, et l'Office français de la biodiversité aussi, pour mettre en réseau et continuer à animer, on va dire, un réseau qui aujourd'hui est méditerranéen, puisqu'on le retrouve jusque dans les étangs corses. Donc c'est devenu un problème vraiment à grande échelle. Donc voilà, les choses s'organisent, il y a un plan d'action qui est en place, il y a des scientifiques qui travaillent là-dessus, il y a un gros travail qui est mené, et sur l'étang de Canet, il y a une grosse étude qui va être lancée, dans lequel il y aura 2 équipes de recherche, à la fois de l'Observatoire ici et de l'Université de Perpignan, qui vont travailler sur justement la compréhension du processus d'invasion sur l'étang de Canet. Donc on est vraiment dans cette phase où on essaie de comprendre ce qui se passe, de suivre l'évolution dans le temps, parce qu'on est au début de cette invasion, on ne sait pas jusqu'où elle va aller et vers où exactement on peut aller. Donc voilà, en résumé, c'est vraiment une espèce qui est sous une très forte attention, et la question de la commercialisation est réellement dans la tête de tout le monde, même si elle reste compliquée pour l'instant. Merci à merci à tous, merci au public qui est toujours là. Qu'à Hervé Malien qui ont animé ce débat. Voilà, si vous avez quelques questions.